Savoir à quel moment on va mourir, c'est un des mystères de la vie. L'intelligence artificielle pourrait-elle réussir là où les boules de cristal échouent? Avec Victor Henriquez, Maude Goyer, Déborah Cher-Enfant et Valérie Baudouin, c'est parti pour 30 minutes de débat. Si vous étiez à vos derniers mois de vie, voudriez-vous le savoir? Est-ce que si ça vous permettait en fait d'éviter une opération souffrante qui de toute façon ne changerait pas de beaucoup votre durée de vie, est-ce que vous aimeriez avoir l'information? L'intelligence artificielle, ça fait des bonds de géants dans le milieu médical et en Estrie, il y a une équipe qui a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet en quelque sorte de prédire notre mort dans la prochaine année si nous sommes malades. Derrière cette technologie, il y a une promesse, offrir aux patients en fin de vie le choix de leur dernier traitement. C'est pas juste l'œuvre d'une personne. Depuis 6 ans, le docteur Jean-François Etier et son équipe à Sherbrooke développent un outil d'intelligence artificielle capable d'évaluer les risques de décès d'un patient. C'est un outil qui permet de prédire le risque de décès à 1 an. Donc, ça ne vous dit pas quand vous allez décéder, puis on peut le voir d'autres façons, c'est de décès ou de vie. Donc, c'est quoi les chances que vous soyez encore en vie dans 1 an? Un projet financé à hauteur d'$1 million, validé par la communauté médicale et prêt à être testé au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Si je vous dis, par exemple, vous avez 80 de chances d'être décédé dans 1 an, vous allez avoir une grosse chirurgie dans votre dos qui va vous garder sur le dos, sans mauvais jeu de mots, pendant 3 mois avec la réadaptation de la douleur pour décéder peut-être quelques semaines ou mois après. Peut-être que vous allez prendre une décision différente. L'objectif est aider les patients à faire des choix éclairés en fin de vie. Cet outil serait assurément le bienvenu selon le docteur Alain Vadeboncoeur. Le pronostic, c'est un des fondements de la médecine. Dans chaque décision médicale, il y a une réflexion, que ce soit à l'urgence, à long terme, quand un chirurgien rencontre un patient pour l'opérer. Vois-tu me faire faire des pontages parce que j'ai des blocages au cœur ou non? Si ton espérance de vie est de 6 mois, probablement que ça ne vaut pas la peine. Tout ça a été pensé et développé pour que chacun des hôpitaux de la province puisse à terme l'avoir dans son environnement pour donner des meilleurs soins aux patients. Mais coup de théâtre, le 22 octobre, tout s'arrête. Un simple courriel du CIUS de l'Estrichus annonce la suspension du projet. Pour le docteur Etier, abandonner cet outil presque terminé serait terriblement dommage. La base de la médecine, là, c'est allonger la vie ou améliorer la qualité de vie. Allonger la vie, ça veut dire améliorer le pronostic. Alors, notre question ce soir, on parle d'intelligence artificielle en santé. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de prédire la mort des patients qui sont malades? Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour parce que, bon, on sait que la mort, c'est probablement une des choses les plus prévisibles avec les impôts qui existent. Est-ce que l'intelligence artificielle nous permet, par exemple, c'est de mieux la préparer, de mieux la vivre et surtout de mourir dans une plus grande dignité. Prévisibilité ou garantie, la mort, on sait qu'on va tous mourir, mais quand, ça, on ne sait pas. Voilà. Fait que la prédire, c'est un peu plus compliqué. Maude? C'est une avancée spectaculaire. Puis je me dis que si on peut déterminer la mort, ça veut dire qu'on peut aussi, en amont, déterminer la souffrance, qu'est-ce qui s'en vient, les problèmes qu'on a. Donc, ça veut dire plus de clarté, moins d'incertitude, moins de stress. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Déborah. Ça s'appelle le progrès. Je salue l'enthousiasme de mes collègues. J'adore. Bien évidemment, l'IA fait partie de nos vies, beaucoup plus présente dans la vie de certains ou de certaines. Mais est-ce qu'elle doit vraiment faire partie de notre mort? Moi, pour moi, c'est non. Il y a des zones qui doivent rester sacrées et c'est pourquoi je suis dans la position contre. Et j'ai envie de dire, plus on va dans le camp des morts prédites, est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir des morts subites? Bref, le choc Parce doit que être c'est trop beaucoup stressant, plus grand. peut-être. Mais bien sûr, on aura le temps d'en discuter. De ça. Valérie? Non, moi, je suis contre. Je me dis, comme Déborah, je suis pour, par contre, le développement d'intelligence artificielle pour aider en médecine. Mais c'est là, je trouve que j'ai vraiment des questionnements au niveau de l'éthique. Il ne faut pas non plus jouer à Dieu et je trouve qu'on s'en va dans une... C'est le risque, selon toi. OK, intéressant. En tout cas, c'est un sujet sensible qui fait visiblement pas l'unanimité. On a le clan du pour, le clan du contre. Allons voir où se situent nos téléspectateurs en ce début d'émission. Eh bien, 35 des internautes qui ont répondu à notre question avant 22h30 sont pour cette idée de prédire la mort des patients, alors que 65 sont contre cette idée-là. C'est comme ça qu'on commence à cette heure-ci. On repart les votes, le décompte des votes à 0. Vous allez répondre en balayant le code QR ou en allant sur nouveau.info. Commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est très, très mécanique. On peut vous en servir et ça fonctionne une fois dans très le débat. bien. Ça fonctionne très bien. Ça dépend. Ça fonctionne pour Des quoi? fois, ça Ça fonctionne très bien. Vous voyez, c'est pas fiable. Pour contrecarrer l'élan Les de l'autre, arguments, c'est ça? OK. exactement. Bon.
Je commence avec toi, Maude, parce que je sais que l'intelligence artificielle, c'est un sujet régulièrement. À chaque fois qu'on parle de ça autour de la table, tu es en général à 90 % autour de la table. Oui. Qu'est-ce qui te fait dire que on doit laisser une place à l'intelligence artificielle en santé, particulièrement dans ce cas-là? Bon. Je pense que quand on est malade, une des premières questions qu'on pose, de toute façon, quand on est vraiment malade, nous, on est tous en santé. Quand tu es vraiment dans le réseau, tu es dans le système, une des questions que tu poses, par exemple, si tu as le cancer, c'est de demander j'en ai pour combien de temps? C'est quoi les risques? C'est quoi les risques de ma survie? C'est quoi le taux de survie qui me reste? Donc, les médecins le font déjà. Avec l'intelligence artificielle, on a plus de données, on a plus de prédictions. C'est ça que l'intelligence artificielle fait. Parce que ça ne va jamais se substituer à un médecin. Puis il va falloir que ça soit encadré, balisé. Moi, je pense que ça doit appartenir aux médecins, cet outil-là, pas aux gens. Mais ce parce que ça va permettre... les médecins le font déjà. Ils le font, mais ils ne transmettent pas nécessairement l'information aux patients parce qu'on ne sait jamais pour les cancers. Non, mais on n'ose pas donner un nombre de mois. C'est ça, mais ils vont quand même poser un principe si c'est demandé. À un moment donné, ils vont s'ouvrir sur la question. Mais là, ça va juste être plus sûr. Et si ça peut éviter à la famille, aux gens, de vivre dans l'incertitude, d'avoir des souffrances, de faire une opération qu'ils n'auraient peut-être pas voulu faire, bien, tant mieux, parce que ça va, je le répète, ça ne va jamais se substituer aux médecins. Mais ça va être un outil pour les médecins pour mieux comprendre ce qui s'en vient. Puis dans des cas de maladies complexes, en plus, quand c'est multifactoriel, l'intelligence artificielle est meilleure pour avoir une vue d'ensemble. Je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'intelligence artificielle, tu disais, fait partie de nos vies. Tu l'as dit toi-même, Déborah. Et il est important de la spécialiser aussi et de l'utiliser de façon à ce qu'elle donne les bonnes informations. Oui, c'est ça. La réalité, c'est que quelqu'un qui est malade demain matin a de très grandes chances de prendre son ordinateur, d'aller sur ChatGPT, de poser des questions à ChatGPT sur ce qui lui arrive. Et les réponses ne seront pas nécessairement belles parce que l'algorithme n'a pas justement la capacité de faire ces prédictions-là. À partir du moment où est-ce qu'on met ça entre les mains des médecins, j'écoutais Dr Vadeboncoeur qui parlait justement du fait qu'aujourd'hui, la médecine est basée de toute façon sur le pronostic. On va être capable aussi de mieux préparer cette situation-là et pour le médecin, d'avoir un conseil qui est plus éclairé. D'un autre côté aussi, il faut se rappeler que pour avoir de la donnée, une intelligence artificielle qui fonctionne bien, il faudra la nourrir. Oui. On a besoin de cette relation. Des dossiers informatisés Exactement. Tout notre cerveau, on a besoin de cette relation avec l'intelligence artificielle. Si on n'est pas prêt à lui donner nos vies, à lui donner nos informations, elle ne pourra pas s'améliorer non plus. On a une responsabilité par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, je pense qu'il y a tellement d'autres utilités à l'intelligence artificielle avant. Alors, moi, pour être rassurée, puis je pense que je ne suis pas la seule, on a vu avec les résultats aussi à la maison, on a besoin d'utiliser cette intelligence artificielle pour développer plein de choses, pour aider à diminuer les listes d'attente, pour trouver comment les médecins ça peut être plus efficace. Mais bon, clairement, on le fait peut-être pas assez bien encore parce qu'on voit les problèmes qu'on a en santé. Et j'ai entendu plein de médecins dire à quel point c'est un outil pour eux, l'intelligence artificielle. Je vais dans le bureau de mon médecin, elle l'utilise aussi. Alors, je suis 100 % pour. C'est vraiment là, quand on y va trop dans le pronostic, on utilise ça. Je trouve qu'on substitue peut-être un petit peu trop à justement le contact humain. Il y a tellement, c'est multifactoriel. Et quand tu as 85 % de chance, exemple, de mourir, bien, tu en as quand même un 15 % aussi de vivre. Alors, j'ai juste peur comment ça sera présenté. C'est ça qu'on utilise, prédire la mort. Hein, ça marque les esprits. Oui, mais en même temps, la question du pronostic, puis c'est ce qu'on... le côté du pot dit depuis tout à l'heure, les médecins s'en servent déjà. On entendait Dr Vadeboncoeur. Est-ce que, dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle aider le médecin à avoir un meilleur pronostic, ça veut également peut-être aider à ce qu'on donne les meilleurs traitements aux patients? Et pas nécessairement juste savoir quand est-ce qu'il pourrait mourir. Je suis pas certaine. Moi, je suis pas certaine. Moi, je verrais, puis mon père est médecin, hein, et justement, avec cette question-là, je vois dans son rôle, dans le cadre de sa fonction, c'est effectivement de pouvoir jouer sur ses pronostics et faire en sorte de pouvoir discuter avec le malade. Est-ce que ça l'aide, l'intelligence artificielle peut l'aider lui-même à structurer encore mieux non seulement sa pensée, mais que ce soit la posologie ou le traitement qu'il va conseiller au malade. Est-ce que le malade est obligé de savoir qu'il a 85 % de taux de décès ou, bref, de probabilité de mourir? Donc, moi, je le vois beaucoup plus comme un outil d'accompagnement du médecin, pas nécessairement pour le malade. J'ai pas fini. Mais par contre, moi, au-delà de substituer le médecin, moi, je trouve quasiment que faire entrer l'intelligence artificielle en santé, ça remplace, en fait, ça donne une autre responsabilité aux médecins parce que là, on a des médecins dont le
le rôle est de prolonger la vie des patients, d'améliorer leur vie. Et là, on veut prédire la mort comme pour accélérer la suite. Donc, pour moi, c'est vraiment... c'est pour accélérer la suite? Non, moi, clairement, le contexte, c'est choisir le dernier traitement. Parce que c'est ça. Moi, je pense, Déborah, vraiment que les gens vont pouvoir choisir, vont pouvoir décider si on veut le savoir ou pas. Ben non, ça ne sera pas appliqué à tout le monde. Ça ne sera pas comme, voici, je te prédis ta mort. Donc, le médecin, le médecin va se servir de cet outil-là pour mieux diagnostiquer, pour mieux savoir ce qui s'en vient. Et non seulement ça, c'est que la prochaine étape, c'est pas juste de prédire la mort, ça va être de prédire la trajectoire de vie. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir dire, si tu arrêtes de fumer à 42 ans, tu fais de l'exercice, tu prends tes pilules pour le diabète de façon très régulière, mais tu as des bonnes chances de... Voici les avantages et les inconvénients. Non, c'est des avantages spectaculaires. C'est les objectifs positifs et optimistes de ce projet-là. Mais on sait tous les dérives et les dérapages, notamment de l'intelligence artificielle. Valérie parlait d'enjeux éthiques dans son introduction. Les médecins restent là, et on sait très bien que ça va être utilisé probablement à mauvais escient et qu'on ne peut pas faire confiance nécessairement. Oui, mais ça, à ce moment-là, on arrête toute technologie et développement parce que toute technologie a potentiel d'être dans la santé, c'est pas ça qu'on dit. Non, mais la réalité, c'est qu'en santé, c'est en train de faire des transformations absolument majeures. S'en passer serait complètement ridicule. Je vous donne un exemple. Au niveau des études médicales en ce moment, une étude médicale de longue haleine au Québec pouvait analyser 1000, 2000 dossiers. Aujourd'hui, on est capable, dans quelques minutes, d'analyser 50 000 à travers le monde. L'avancement de la science est énorme à travers ça, mais ça vient aussi avec le fait qu'on va être beaucoup plus basé sur de la donnée. Parce que, puis on pourra en parler après, le pronostic, il existe déjà. Oui, et le pronostic est fait à partir de toutes sortes de données qu'un médecin détient sur un patient malade. Dans ce cas-ci, c'est de ça qu'on parle. Et peut-être qu'il y a des informations... Et quoi? Et c'est bien. Oui. Ben oui. Il y a peut-être des informations qui peuvent échapper à un médecin qui a beaucoup de patients à voir. On veut qu'il en voit de plus en plus. Peut-être que l'intelligence pourrait aider. Alors, notre question, je vous la rappelle, est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de pouvoir prédire ou mieux prédire la mort des patients malades? C'est la question de notre débat de ce soir. Allez répondre. On poursuit sur le retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée de prédire ou du moins améliorer les pronostics sur la mort des patients malades? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également. Tour de table rapidement. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui aimeraient connaître leur date de péremption? On pourrait dire... tout à fait. Ben oui. À 100%. Ben oui. Oui, vraiment. Jamais. J'aimerais la changer aussi. Jamais. Je ne veux pas Non, mais j'aimerais savoir. la changer aussi. Non, mais c'est parce que ça, c'est Dans la connaissance, tu peux peut-être la changer. La réalité, OK. c'est qu'en vieillissant, on prend conscience de ces... Moi, par exemple, je sais qu'à 40 ans, j'ai pris conscience du fait que si je prenais pas soin de moi, la date allait justement se devancer. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'instructif là-dedans. Alors, c'est sûr que si je le savais avec plus de précision, honnêtement, j'aimerais ça encore plus. OK, toi, Déborah, la mort... non, moi, je ne veux rien absolument savoir. J'ai une relation pas particulière, très difficile, on va le dire comme ça, on peut le nommer, mais je ne veux rien savoir de ça. Je ne veux pas savoir si ça vient dans 5 ans, dans 5 jours, dans 5 minutes. Ça ne va pas me faire profiter de la vie de plus en plus, ça va juste créer plus d'anxiété. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on va revenir par rapport aux arguments. Je trouve que connaître cette information-là, ça génère plus de stress pour les patients. Bon, Valérie... aider les médecins avec toutes les données pour faire les pronostics. Ça pourrait préciser justement ce qu'on donne aux patients comme information. Toi, si j'ai bien compris, c'est ta grand-mère. On lui a annoncé sa mort 3 fois dans la dernière année. Elle a même eu on a commencé les soins de fin de vie. Là. Ça a été une décision extrêmement difficile. Toute la famille a fait ses au revoir la dernière fois. Et à peu près une semaine plus tard, elle nous demandé de manger un steak puis elle retournait au CHSLD comme s'il n'y avait absolument rien qui s'était passé. Moi, ça me démontre, oui, l'intelligence artificielle, peut-être que ça aurait pu changer certaines choses, mais en même temps, ça reste qu'il y a aussi le moral de la personne. Je ne suis pas en train de faire un truc ésotérique, là, mais vraiment le désir de quelqu'un de vivre ou quelqu'un qui est 100% défaitiste, qui est déprimé par rapport à sa situation. Est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir vraiment calculer ça? On a vu les effets, c'est étudié. On va rester un peu là-dessus. Je veux t'entendre, Maude, parce que... je pense qu'on peut le dire. Oui. Ce soir, ta maman est à l'hôpital. Oui. Raconte rapidement... cancer, entre autres. Oui, cancer, entre autres, problème de cœur, problème de poumon. Donc, toutes sortes de petites maladies accumulées. Un médecin qui ne connaît pas tout le dossier, c'est des internistes, que ça se relaie. Il y a plein de médecins dans le dossier. Je pense qu'il doit y avoir 10 médecins dans le dossier de ma maman. Et donc, les médecins n'ont pas nécessairement une vue d'ensemble. Et c'est là que ça peut être intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, et ça, M. Etty qui a créé l'application, là, j'ai écouté un podcast sur lui cet après-midi, il disait justement...
on n'a pas toujours une vie d'ensemble, mais l'intelligence artificielle va l'avoir. Donc, on peut détecter des cas rares où parfois, le système de santé, les médecins se disent, c'est des personnes âgées, on est à l'hôpital, on ne donnera pas le traitement. La personne est assez vieillissante. Ouais. Mais là, on peut décider. Mais c'est vrai, Déborah, ça existe. Mais là, dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle peut aider à dire, attention, si tu donnes ce traitement-là, ça pourrait vraiment aider cette personne-là à gagner 1 an ou 2 ans. C'est ça. Et dans un cas complexe, avec plusieurs éléments, comme dans le cas de ta mère, t'aimerais que ça existe, ce genre de choses-là? Moi, j'aimerais que, non seulement j'aimerais que ça existe, mais je serais prête à payer, à financer pour ça, parce que ça permet de détecter plus rapidement, plus efficacement, et ça a plus d'informations qu'un médecin. Le médecin le disait qui a développé l'application. Il y a une limite au cerveau humain à retenir de l'information. L'intelligence artificielle, il n'y en a pas de limite. Ça évite peut-être les Merci erreurs. de partager ça avec nous, Maude, et nos pensées avec toi et avec ta maman, très sérieusement, parce que j'aurais pas aimé être dans ta position, donc nos pensées et nos prières surtout. Mais par contre, ce que Maude vient d'illustrer là, ce n'est pas une IA qui s'implique pour prédire la mort, c'est une IA en santé qui s'implique pour améliorer, optimiser le traitement et l'accompagnement qu'on fait des cas et de patients. Et de s'assurer. Ce n'est pas obligé d'aller ensemble, de s'assurer, exactement, et de s'assurer de pouvoir mutualiser les expertises, qu'on utilise toutes les ressources et vraiment que tous les cerveaux soient impliqués pour faire en sorte de favoriser le rétablissement et la survie d'une patiente comme la maman de Maude, donc pas nécessairement de prédire la mort. Mais vous savez, c'est que je reviens sur le fait que depuis tantôt, on discute comme si tout ça n'existait pas et que c'était nouveau. La réalité, c'est qu'on a tous vécu, ou de loin ou de près, et comme tu l'as vécu, Valérie, des gens qui se sont fait prédire à mort et qui ont défait les pronostics. Et ça continuera à exister. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces pronostics-là sont basés sur un ensemble de situations très générales qui ne touchent pas le patient directement. Ce que cet algorithme-là vient ajouter, c'est qu'il vient personnaliser le pronostic. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pronostic qui existe déjà, qui souvent est basé sur les biais, les connaissances propres à un médecin, qui peut être différent d'ailleurs d'un médecin à l'autre, mais on vient lui donner quelque chose de plus solide comme base, justement cartésienne comme base de comparaison, en disant on va regarder le dossier du patient de façon précise. Mais là, je ne pense pas que ça vienne professionnaliser ou tous les mots que Victor a utilisés. Au contraire, je pense que ça rend très mathématique, statistique, chirurgical et donc dénué de nuances, de sentiments. Donc, ce que je disais, c'est que aujourd'hui, on fait déjà des pronostics qui, justement, mettent des gens dans une situation d'incompréhension. Là, ce qu'on va faire, c'est de professionnaliser ça et de le rendre non pas basé sur l'opinion d'un médecin, mais de baser sur la science et les données. Et ça va changer la médecine de façon profonde. Ça va rendre ça plus équitable. Tu as combat l'agisme et c'est plus équitable. Oui, ça, il y a l'effet pervers des chiffres qu'on peut recevoir puis se dire, bien, ça vaut peut-être pas la peine d'aller plus loin avec cette personne-là. C'est là où ça peut permettre même à la famille de mieux profiter des derniers moments avec quelqu'un parce que quand on sait que dans le fond, il faut arrêter de s'acharner parce que la personne a décidé ça en sachant. Oui, c'est ça. Oui. On a eu ce même débat-là. Lorsqu'on a parlé de l'aide médicale à mourir, on est allé dans les mêmes zones, on a eu le même genre de débat. Mais aujourd'hui, le Québec est un modèle dans ce domaine-là. Pourquoi c'est un modèle dans ce domaine-là? Parce qu'on a priorisé avant tout le bien-être du patient. Ici, ce qu'il faut se poser comme question, c'est au-delà de nos peurs et de nos croyances, qu'est-ce qui est le mieux pour faire les choses avec le plus de connaissances factuelles possibles et non pas des opinions. Et on s'en va à la pause. Commentaire de Carole pour aller à la pause. Elle dit qu'elle est contre à notre question. Elle dit « Le moment de la mort est sacré. Mon médecin traitant devrait être meilleur qu'un ordinateur pour donner ce pronostic. » Et on la salue, Carole. Salut, Carole. Mais non, c'est pas impossible. Ça se fait déjà. Et on le sait à quel point l'IA intègre déjà les informations de nous. Non. On parlera des dérives. On va à la pause là-dessus. Au retour d'autres commentaires, on verra si l'aiguille bouge également. Alors, pour au compte prédire la mort des patients malades, Alexandre nous dit qu'il est pour et je suis médecin et les pronostics, ça fait partie de notre travail depuis que la médecine existe. L'intelligence artificielle, c'est un outil de plus pour faire une prédiction. Joanne nous dit contre, le corps humain est très mystérieux et chaque personne réagit différemment, impossible de prédire. Le patient devrait choisir
pour lui-même, peu importe les données. Et Julie nous dit qu'elle est pour. Ça évite aux médecins de porter l'odieux de cette nouvelle-là. Avec l'IA, il peut s'appuyer sur une source vraiment objective et libérée de toute émotion. En même temps, ça va prendre un système d'IA. C'est particulier parce qu'on sait que même l'IA peut être biaisée des fois. L'IA peut être biaisée, mais il faut savoir que ces IA-là, c'est pas juste des IA génératives. Non, là, ça fonctionne en circuit fermé. C'est important de le mentionner. Oui, OK, mais on va aller vers les IA peut-être plus grand public parce que ça existe en ce moment, une IA qu'on paye, je pense, puis qui pourrait nous prédire notre mort. Au niveau éthique, je rentre là-dedans. Death Clock, je suis allée voir tout à l'heure, tu peux télécharger ça sur ton téléphone. Tu rentres des informations et on prédit ta mort. Il y a vraiment un décompte avec une horloge pour le savoir. Ça te dit comment changer justement tes habitudes de vie et tout ça, mais c'est repris bien sûr par des compagnies. Ça peut être repris compagnies pharmaceutiques, toutes les opportunistes de la planète. Ils veulent utiliser ça, par exemple, pour les assurances-vie, les régimes de retraite. Moi, c'est ce que l'intelligence, c'est la propriété intellectuelle de ça aussi, le danger qu'une compagnie d'assurance utilise ce genre d'outils pour dire, bien, vous allez sûrement mourir dans tant de temps, on vous couvre pas ou X, Y raison. C'est ça aussi. C'est pas tant l'outil en tant que tel. Peut-être que je trouve, avec le négatif des États-Unis et de ce que je lis comme nouvelle sur justement des dérives au niveau de la propriété intellectuelle en santé, mais quand même d'utiliser ça à mauvais escient, ça me fait peur. C'est un peu ça l'enjeu, Michel, c'est qu'à chaque fois qu'on se bat contre la technologie en pensant que ça n'existe pas ou qu'il ne faudrait pas que ça existe déjà et c'est mal utilisé. Justement, d'avoir des projets de recherche comme celui de l'Estrie, où est-ce que justement on est capable d'encadrer ça, de mettre ça entre les mains professionnelles avec des médecins, c'est la meilleure façon de le gérer. C'est pas en interdisant ou en disant non, il ne faut pas que ça arrive. La réalité, c'est que la technologie, elle va avancer de toute façon. Oui, l'autre chose que moi, je tiens absolument à dire, c'est qu'à Montréal, on est les spécialistes de l'intelligence artificielle avec Mila et Yosha Benjo, entre autres, qui est le scientifique le plus cité de toute la planète. Donc, ça va se développer ailleurs. Ça va se développer ailleurs. Oui, mais ça va se développer ailleurs si on ne le développe pas. Et je pense qu'on parle beaucoup ce soir en tant que gens en bonne santé. Mais quand on est très malade, d'avoir une prédiction d'avoir l'intelligence artificielle, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un privilège, une perception qu'il ne faut pas oublier. Mais je trouve comme société, il faut qu'on se questionne. On est plus facile à discuter ou à accepter des projets qui prédisent la mort que qui préservent la vie. Okay. Je pense qu'il faut qu'on se questionne là-dessus. Si on demandait l'autorisation aux patients en disant est-ce que vous voulez, comme médecin, que je prenne l'intelligence artificielle pour calculer votre pronostic? Le consentement. Écoute, le consentement, c'est toujours bon. OK. Allons voir les résultats avant le débat. 35 des internautes étaient pour. 65 des internautes étaient contre. On termine ça comment? Bien, ça peut bouger ce soir. 34 du côté du pour, 66 du côté du contre. Alors, on termine ça comme ça. Ça n'a pas bougé beaucoup. Mais, Déborah, choix du public ce soir, tes arguments qui ont trouvé écho au sein de notre public ce soir. Je vois tout le potentiel de débat. On pourrait poursuivre pendant des heures avec toute cette question. J'attends une invitation pour le même débat demain, Michel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne nuit. À demain.